検察官は控訴するな。もう一回お願いします。検察官は控訴するな。はい、そのまま掲げといてください。Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je n'étais pas venu depuis un moment sur YouTube. Me voici de retour. Certains d'entre vous, on peut se demander pourquoi je n'avais pas fait de vidéo sur ce monsieur, Iwao Hakamata, condamné à mort japonais, dont je me suis pas mal occupé. Eh bien, je n'ai pas fait de vidéo pour deux raisons. D'abord, par manque de temps, et ensuite parce que un YouTuber français, Mitsu, que vous connaissez peut-être, eh bien, m'a proposé d'intervenir sur sa propre chaîne à propos d'Iwao Hakamata. Donc les détails de l'affaire Hakamata et de son acquittement, eh bien vous les trouverez dans la vidéo de Mitsu dont je vous mettrai le lien ici et vous allez courir la voir. Et puis vous revenez ensuite ici et moi je vais vous expliquer un petit peu tous les dysfonctionnements qu'il faudrait réparer dans le système judiciaire japonais à partir du moment où un crime ou un délit est commis. Quand un crime et un délit sont commis, il y a bien sûr une enquête, il y a bien sûr une scène de crime et là il y a au mieux des éléments qui permettent de suspecter quelqu'un, au pire rien, et l'enquête piétine. Mais admettons que l'enquête ne piétine pas et qu'on arrête une personne. Et là, les problèmes du système judiciaire japonais commencent à se voir. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque quelqu'un est arrêté au Japon, on a dans les affaires retentissantes des images de l'arrestation. Ça veut dire que des télés, ça veut dire que des photographes de journaux, des photographes de presse sont allés sur place. Ils n'y sont pas allés par hasard, ils ont été prévenus par les enquêteurs d'une arrestation. Et ça c'est problématique parce que c'est une violation de la présomption d'innocence. Quand bien même les médias ne diraient pas criminel mais suspect, ça ne suffit pas à maintenir la présomption d'innocence. Ça fabrique un coupable à partir du moment où on le filme à visage découvert en pleine arrestation. Ça, c'est le premier problème que l'on voit dans l'arrestation. Puis suivent les interrogatoires et là arrive le deuxième problème. Les interrogatoires sont menés par les enquêteurs hors la présence d'un avocat. Un suspect peut consulter un avocat en dehors des heures d'interrogatoire qui, elles, peuvent être étendues sur le jour et la nuit avec des durées qui ne sont pas fixées et qui sont sans limite à la discrétion des enquêteurs. Ça, c'est un autre problème. Troisième problème, le droit au silence. Dans la loi, le droit au silence existe. Dans la réalité, il est bafoué. Ça veut dire que les enquêteurs, même si le suspect veut exercer son droit au silence, eh bien, ils vont le harceler de questions et c'est très difficile de ne pas craquer dans ces circonstances. Lorsque quelqu'un est arrêté et qu'il est suspecté, eh bien, ensuite, il est renvoyés ou non devant le tribunal. À peu près 30% des personnes arrêtées sont renvoyées devant le tribunal. Et ensuite au tribunal, il n'y a pas de non-lieu, il y a un procès. Il y a un procès qui débouche sur un acquittement ou une condamnation. Au Japon, il débouche sur une condamnation dans 99% des cas. Mais ceci dit, il faut se rappeler que ça ne concerne qu'un tiers des personnes qui ont été arrêtées ou placées en garde à vue, suspectées à un moment donné. Donc 99% des suspects ne sont pas condamnés, mais seulement 30% des suspects sont renvoyés au tribunal et 99% d'entre eux sont ensuite condamnés. Pour clarifier. Le procès. Alors, moi j'assiste à de nombreux procès au Japon et je suis souvent frappée par plusieurs choses. Le manque d'interaction entre les différents protagonistes. Beaucoup de choses sont scénarisées dans les procès au Japon, particulièrement dans les procès équivalents des procès d'assises, donc pour meurtre, pour cambriolage avec violence, tous les faits très graves. En fait, il y a un jury composé de 9 personnes, 3 magistrats professionnels et 6 particuliers tirés au sort sur les listes électorales. Et pour minimiser le temps des audiences et ne pas trop handicaper les jurés populaires, eh bien, il y a une phase de préparation du procès et en fait tout se décide là en termes de scénario, c'est-à-dire comment vont se dérouler toutes les audiences et en fait les audiences in fine sont un peu trop scénarisées et perdent de leur spontanéité. Ça c'est le reproche qu'on pourrait faire. Et puis je suis souvent frappée par le fait que les procureurs et les avocats se contentent souvent de lire des documents et le président et les autres juges
juges ont assez peu de questions à poser. Quand il y a des témoins, c'est pareil. Je suis frappée par le peu de questions émanant des magistrats. Certes, il y a des questions émanant de la défense et de l'accusation, mais les magistrats écoutent davantage qu'ils ne posent de questions, ce qui change quand même des procès que l'on peut voir en France. L'autre point noir dans le procès, c'est le manque d'éléments pour le public. D'abord, le public est très limité, souvent quelques dizaines de sièges simplement, une vingtaine de sièges pour la presse et le reste, mais ça fait jamais plus de 40-50 sièges pour le public. Donc ça, c'est très limité et il n'y a jamais possibilité d'ouvrir une salle d'audience supplémentaire. Dans les procès, le public n'a pas non plus accès à tous les éléments. Les juges, les présidents évitent en général de projeter sur les écrans des photos des scènes de crime, évitent de montrer des images qui peuvent être violentes, qui peuvent être choquantes. Donc ça limite les possibilités pour le public de se faire sa propre idée de ce qui s'est réellement passé dans ce fait divers. Et en plus, les écrans qui sont disposés en général sur les côtés de la salle d'audience sont assez petits. Ce n'est pas des écrans de projecteur de 80 pouces, mais c'est des écrans de télé de 50 pouces à peu près. Et c'est assez illisible quand il s'agit de documents écrits. Donc en fait, on parle d'un procès public, mais qui pour moi n'est pas assez public. Et l'accès au dossier pour les enquêteurs est aussi extrêmement limité, trop limité, au point que les enquêteurs peuvent se permettre de masquer une partie des pièces à conviction, et notamment celles qui tendraient à innocenter la personne. En fait, dans l'affaire Hakamada, comme dans d'autres cas, les procureurs ont surtout enquêté à charge et très peu à décharge, et quand même quand ils avaient des éléments à décharge, eh bien, ils ont évité de les présenter, et ce n'est qu'après de multiples recours de la part des avocats que ces pièces ont fini par sortir et ont fini effectivement par innocenter Iwao Hakamata. Lorsqu'une personne est jugée coupable et qu'elle est condamnée, il y a bien sûr la possibilité de recours. Alors, recours en appel qui va aboutir à une instance plus haute, la haute cour, et éventuellement jusqu'à la Cour suprême. Et une fois que la Cour suprême s'est prononcée, la condamnation devient définitive, et quand la condamnation est définitive, l'unique recours potentiel si une personne se dit innocente mais a quand même été condamnée, eh bien c'est le recours en révision, c'est recommencer le procès, refaire un autre procès, mais ça c'est une procédure extrêmement compliquée qui n'aboutit qu'assez rarement, et donc c'est ce qu'a pourtant réussi Iwao Hakamata, à obtenir un procès en révision, mais il a fallu s'y reprendre à 2 fois parce que la procédure non seulement est complexe, il faut apporter des éléments de preuve tout à fait nouveaux d'une part, et d'autre part, même quand un tribunal s'est prononcé pour l'ouverture d'un procès en révision, les procureurs ont toujours la possibilité de faire appel et de faire annuler cette décision, et puis encore de remonter jusqu'à la Cour suprême. L'affaire Hakamata, elle, est terminée, tant mieux. Iwao Hakamata et sa sœur Hideko, qui a œuvré toute sa vie pour faire innocenter son petit frère, peuvent couler désormais des jours tranquilles. Ils ont respectivement 88 et 91 ans, mais ça ne veut pas dire que le combat est terminé, parce qu'il y en a encore d'autres dans des mauvaises situations, et parce que surtout, il faut arriver à faire modifier les lois pour les rendre plus humaines, pour que les éventuelles erreurs judiciaires ne prennent pas des décennies à être réparées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer les lois, il faut arriver à enlever des lois ces éléments qui permettent aux procureurs de traîner une affaire judiciaire pendant des décennies, et tout ça souvent par orgueil, par volonté de ne jamais avouer qu'ils se sont trompés. Et ensuite, j'en arrive au dernier point qui est quand même crucial, c'est ouvrir enfin un débat sur la peine capitale, sur l'abolition de la peine capitale. Pourquoi? Parce que Iwao Hakamata est le 5e condamné à mort qui a finalement été acquitté
lors d'un procès en révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a probablement des condamnés à mort qui ont été exécutés alors qu'ils étaient innocents. Est-ce qu'un système peut continuer de se permettre de condamner à mort des personnes qui n'ont jamais rien commis? Alors, j'ai posé un certain nombre de questions au ministre de la Justice pour savoir comment allaient être tirées les leçons de l'affaire Hakamata et s'il y avait une réelle volonté de modifier les lois et surtout d'ouvrir un débat sur l'abolition de la peine capitale. Et voici sa réponse. 重大な凶悪犯を犯した者に対しては、死刑を科すこともやむを得ないというふうに、裁判所が判断をされる場合があって、私としては現段階では死刑制度を廃止ということは適当ではないというふうに考えております。Comme vous le voyez, c'est pas gagné, il y a du boulot pour nous, journalistes, avocats, militants. Il faut améliorer ce système judiciaire japonais. En attendant, je vous renvoie à la vidéo de Mitsu sur les détails de l'affaire Hakamata et puis je vous renvoie aussi à mes livre, Japon, la face cachée de la perfection, où je reviens aussi en détail sur les failles du système judiciaire, et puis mon premier roman, l'affaire Midori, où là, vous aurez à la fois un contexte général sur la société japonaise qui pointe aussi les failles du système judiciaire, qui montre comment est décidé appliquer la peine de mort et qui vous montre aussi comment travaille le milieu médiatique japonais par rapport à une affaire judiciaire. Et ça, je vous assure que ça vaut aussi le coup de s'y intéresser. Japon, la face cachée de la perfection, c'est en poche désormais, donc c'est moins cher et c'est actualisé et c'est toujours chez Talandier. Et mon premier roman, l'affaire Midori, qui lui est publié par les éditions Piquier.